ce soir, Germain Kambinga, ministre honoraire de l'Industrie. Au menu, la zone de libre-échange continental qui vient d'être mise en place au Niger par le chef d'État du continent. Monsieur Kambinga, bonjour. Bonjour. Les dirigeants du continent réunis au Niger viennent de rendre opérationnel la ZLEC, le plus grand marché continental au monde. Êtes-vous du même avis que ces dirigeants qui pensent que c'est une opportunité pour nos économies? En règle générale, l'ouverture est toujours, en termes de gains, plus intéressant que les politiques autarciques. Donc d'une manière générale, d'abord en tant qu'économiste libéral, moi j'appuie toutes les initiatives d'intégration. Maintenant, il y a quelques étapes. L'intégration économique n'est pas une panacée. Il faut, avant la mise en œuvre et la finalisation de ce processus, le respect d'un certain nombre de préalables, notamment ce qu'on appelle des critères de convergence. Il y en a deux essentiellement. Ce sont les convergences nominales et les convergences réelles. Ce sont les préalables à la mise en œuvre et à la réussite de tout processus d'intégration. Qu'est-ce que ça veut dire pour les communs des mortels? Les convergences nominales, c'est un certain nombre de critères et de valeurs nominales économiques qui doivent être plus ou moins au même niveau. On parle ici du niveau de croissance, du niveau d'inflation, du niveau de déficit budgétaire, disons le cadre macroéconomique des différents pays qui ont vocation à s'intégrer doit pouvoir, dans un train de plus ou moins lisse, se retrouver aligné. En Europe, on parle notamment des critères de Maastricht. C'est important parce que sans cela, et une intégration sans prise en compte de ces critères de convergence n'aurait pas beaucoup de sens. Ensuite, il y a les critères de convergence réels qui relèvent des infrastructures, des niveaux de la structure économique, mais qui pourraient également, dans une espèce d'extrapolation, intégrer la réglementation, les questions de loi et le lissage d'un certain nombre de règles communes de fonctionnement interne qui doivent ensuite être transposées au niveau externe. En quelques mots, la RDC devrait commencer par exemple par rendre son économie plus compétitive avant de se lancer là-dedans. Non, pas que la RDC, tous les pays signataires de cet accord doivent avoir des niveaux de structures économiques quasi équivalentes pour éviter les effets de détournement de commerce au profit des effets, si vous voulez, non, les effets pour éviter les effets de détournement de commerce au détriment des effets de création de commerce. Parce que l'objectif recherché ici, il ne faut pas l'oublier, lorsqu'on s'intègre, il est double. On s'intègre pour les économies d'échelle. On s'intègre aussi dans une dimension plus politique pour le pouvoir de négociation. Et là, la question précise qui nous intéresse, c'est celui de la recherche des économies d'échelle. Ça veut dire des entreprises qui auront la possibilité, par la mise en place de cette grande zone de libre-échange, d'étendre leur capacité de distribution, de production, leur capacité de production, puisqu'ils auront accès à un marché plus important avec moins de contraintes, plus de barrières douanières. Donc c'est très très important de considérer qu'à cette étape-là, la prise en compte de tous ces préalables sont nécessaires. Et je reste convaincu de toute façon que dans le libellé de cet accord, il faut plutôt voir un objectif ambitieux que se donnent les dirigeants africains avec des étapes bien précises. Les chefs d'État africains n'ont-ils pas cherché à danser avant la musique? Parce que la quasi-totalité de ces États consomment ce qu'ils ne produisent pas et ils produisent ce qu'ils ne consomment pas. Un exemple, notre pays par exemple ne produit rien du tout. La RDC qu'a-t-elle à offrir à la ZLEC? Non, là c'est une question qui mésestime les véritables lois économiques. En réalité, le problème ici ne doit pas être vu dans l'absolu. Il y a toujours un gain à l'intégration, à l'ouverture. Si nous ne produisons pas beaucoup de choses, nous aurons là une opportunité, à travers l'ouverture et la présentation d'un plus grand marché, d'avoir d'une part, si les conditions internes sont réunies, la possibilité d'avoir des investissements directs étrangers plus importants, parce qu'un investisseur lambda peut considérer que pour atteindre le marché centrafricain, pour atteindre le marché gabonais, le marché camerounais, le marché zambien, il serait mieux de s'installer dans un épicentre qui pourrait être Kisangani. Si les critères de convergence dont j'ai parlé précédemment sont rencontrés à travers les différentes étapes à franchir, le gain, il est évident. Ce n'est pas le statu quo qui est la solution.
Sinon, les exemples de réussite des processus d'intégration ne seraient pas légion. Vous avez l'ASEAN en Asie, vous avez l'ALENA en Amérique du Nord, vous avez le Mercosur en Amérique du Sud, vous avez enfin l'Union européenne. Donc nous sommes plutôt en retard dans les processus diversifiés d'intégration. Mais la question la plus importante, c'est celle que je pose au départ en termes de notre capacité à rencontrer les contraintes, ça veut dire les critères de convergence. La zone économique, la zone commerciale dont question, en réalité c'est la première étape de tous les processus d'intégration. Il y a l'union économique et douanière et c'est après que nous pourrons arriver à ce qu'on appelle l'union monétaire et ensuite, beaucoup plus tard, l'union des politiques générales. Donc, il faut y aller étape par étape et je suppose que les dirigeants africains ont intégré toutes ces problématiques. Il ne faut pas considérer que cet accord signé est tout de suite dans sa phase ultime d'application. C'est un accord de principe, de mon point de vue, qui établit un objectif à atteindre et entre cet objectif et aujourd'hui, il y a certainement et inévitablement des étapes en termes de mise en œuvre des mécanismes de convergence réelle et de convergence nominale. Les manques criants d'infrastructures sociales de base dont la RDC fait face, alors ne va-t-il pas constituer un frein au développement de la SLEC? C'est ça, et c'est pour ça que nous parlons de convergence réelle. Ce sont toutes ces infrastructures qui doivent être au niveau pour permettre effectivement à cette zone économique et commerciale d'être efficace. Vous savez, il y a quelques années, les Africains l'avaient compris. Le président sénégalais Abdoulaye Wade, le président sud-africain Thabo Mbeki, le président Olusegun Obasanjo du Nigeria étaient à la tête d'une initiative très importante qu'on appelait le New Partnership for African Development, le NEPAD, qui avait effectivement intégré que comme un des préalables importants à tout processus d'intégration en Afrique, il fallait travailler sur une intégration réelle. Ça veut dire la mise en place des critères de convergence réelle à travers des infrastructures qui feraient le lien entre les différents pays. Il y a de grands projets qui n'ont jamais vu le jour, malheureusement, pour y lier les différents pays, des ponts, des routes et autres. Donc c'est, de mon point de vue, très important pour la mise en œuvre efficace de cet accord, de revenir sur ces fondamentaux-là et je suis convaincu que toutes ces questions sont prises en compte. Donc il ne faut pas vous inquiéter. Avant d'arriver à un niveau où les barrières douanières n'existeront plus et l'Afrique, telle que souhaitée, soit un grand marché, je suis convaincu que la problématique des critères de convergence est forcément posée. Justement, une autre inquiétude de la population, c'est que la RDC vide ses recettes douanières. Mais avec la SLEC, il faudra supprimer les barrières douanières. Alors, cela n'est-ce pas cela le revers de la médaille, en quelque sorte? Déjà, ce qu'on doit comprendre, un budget ne peut pas reposer sur les recettes douanières. Sinon, c'est un budget qui repose sur de la rente. Et un État moderne ne fonctionne pas comme ça. Un État moderne fonctionne avec l'impôt. Ça veut dire un système productif qui permet une production et qui permet un prélèvement. Donc c'est à ça qu'il faut arriver. Il faut sortir de ce système rentier et c'est un processus. Et c'est bien pour ça que nous avons dit, avant d'arriver à la mise en œuvre de cet accord, il y a forcément des étapes qui vont permettre aux agents économiques rationnels que sont tous les gouvernants de trouver des mécanismes de péréquation progressive qui amèneront, si vous voulez, les recettes qu'on perdrait d'un côté à être remplacées par d'autres plus importantes. Vous savez, en Europe, dans la zone Maastricht, il n'y a plus de barrières douanières, mais ce sont des économies prospères par le commerce, par la production, par les échanges inter-pays, et c'est vers ça que nous devons aller. Mais pour y arriver, il faut faire en sorte que les critères de convergence soient respectés. Parce que, je le répète encore, l'intégration n'est pas une panacée. Sans critères de convergence, ce ne sera pas possible d'atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés. Il y aura une intégration déséquilibrée qui se fera au bénéfice de certains États au détriment des autres et donc les objectifs ne seront pas atteints.
Les dirigeants du continent ont par le passé lancé d'autres projets, tels les passeports uniques, un passeport africain unique pour tous les pays, mais un projet qui n'a jamais abouti. Pareil pour la libre circulation des personnes et des biens, ils évoquent tous des questions sécuritaires. Alors quelle chance vous accordez à la zone des libre-échanges continentales finalement pour que ça marche? Critères de convergence. Les structures doivent avoir plus ou moins les mêmes règles de fonctionnement, les mêmes lois. Vous savez, en Europe, par exemple, ils ont un Parlement européen qui vote et dicte un certain nombre de règles. Ils ont un gouvernement européen et ce sont des étapes vers lesquelles nous allons fatalement nous diriger lorsque ce processus arrivera à maturation. Mais dans un premier temps, ce qui est important et à noter, c'est la mise en place d'une zone économique, d'une zone de libre-échange. C'est l'union douanière, c'est l'union économique. Ça passe fondamentalement par un certain nombre de critères qu'il faut juste respecter. Et si nous arrivons à cela, les autres étapes se feront naturellement. Mais évidemment, ce ne sont pas des évidences. Le respect du niveau de déficit budgétaire, la maîtrise de l'inflation, la maîtrise du cadre macroéconomique d'une manière générale, ce sont des disciplines auxquelles nos pays ne sont pas toujours coutumiers et vers lesquelles il faut de plus en plus se diriger. Dernière question, quel conseil donneriez-vous à nos dirigeants, futurs membres du gouvernement, pour que la RDC tire de la meilleure façon qui puisse exister son épingle du jeu de cette ZLEC finalement? C'est 80 millions d'habitants, c'est 2 345 000 km², un potentiel énergétique immense, des ressources naturelles en abondance et plus de 100 millions d'hectares de terres arables. Nous avons une population dynamique, jeune, prête à apporter sa contribution à tout processus de développement économique. Nous avons tous les ingrédients pour tirer meilleur parti, mais pour ça, il faut qu'on sorte des habitudes du passé et qu'on mette en avant le génie congolais pour inventer, pour créer, pour produire. Et il faut que l'État soit un État volontariste. Il faut que l'État soit un État volontariste et que des vraies politiques économiques soient mises en œuvre. Merci de nous avoir suivis. Vous informer, notre devoir.